On nous appelle la Société de minuit. Séparément, on pourrait croire que nous sommes tous très différents les uns des autres. Nos passions, nos vies et nos histoires sont différentes. Nous ne fréquentons pas les mêmes écoles, ni les mêmes quartiers. La seule chose qui nous réunit, c'est d'avoir touché du doigt le surnaturel. Nous avons alors décidé de nous rassembler pour partager nos peurs, nos histoires bizarres et effrayantes. Les uns après les autres, nous reviendrons au cœur de nos angoissants souvenirs, aux frontières du paranormal. Si vous écoutez cet enregistrement, c'est bien parce que, vous aussi, vous partagez cette fascination pour l'étrange. Vous êtes les bienvenus, mais attention, préparez-vous à sortir de votre zone de confort, car les histoires que vous allez entendre se sont bel et bien produites. Dès son plus jeune âge, Lauriane prend conscience de sa forte sensibilité, soutenue par une mère compréhensive et bienveillante qui a elle-même vécu des choses étranges quand elle était petite. Bien que cette sensibilité semble s'estomper à l'adolescence, elle réapparaît rapidement sous la forme de paralysie du sommeil. C'est souvent dans cet état, entre rêve et réalité, là où nous sommes les plus vulnérables, que Lauriane vivra ses expériences les plus terrifiantes. Cette histoire s'intitule Troubles du sommeil. Si on est autant à vivre les mêmes types d'événements, c'est bien qu'il se passe quelque chose, même si on n'a pas encore expliqué ce que c'était. Aujourd'hui, on risque plus d'être mis sur le bûcher parce qu'on en parle. Donc, si on a vécu quelque chose et qu'on a besoin d'en parler, il faut le dire. Et je pense que certaines personnes aujourd'hui n'ont pas forcément la chance que moi j'ai eue d'être dans une famille très ouverte là-dessus, notamment avec ma mère. J'ai toujours vécu des choses un peu étranges qu'on pourrait facilement relier au paranormal, comme on appelle ça aujourd'hui. J'ai toujours ressenti les choses un peu plus fort que les autres. Ça s'est vu en fait assez rapidement parce que je ressentais mes émotions de manière un peu plus forte, mais aussi celles des autres, depuis toute petite. Rapidement, en fait, ma mère m'a fait comprendre que je devais pas avoir peur de ça, parce qu'elle était pareille. Et très tôt, vraiment, je sais pas exactement à partir de quand elle me l'a dit, mais c'est quelque chose qu'elle m'a répété très souvent. Elle m'a dit, mais nous, on a un don. Elle dit, dans la famille, on a un don. Si jamais tu ressens des choses, ou si tu vois des choses, si tu entends des choses, il faut pas que tu aies peur. Dans la famille, c'est comme ça. En fait, avec ma mère, on était assez proches. On l'est toujours, en soi, aujourd'hui, surtout sur ces sujets-là. Et je sais même pas si je lui en ai parlé, parce que vraiment, c'était il y a très longtemps. Je me souviens pas à quel moment ça a commencé à devenir un vrai sujet entre nous, mais c'est peut-être elle qui même d'elle-même m'en a parlé parce qu'elle a dû sentir aussi que j'étais peut-être un peu comme elle. Quand elle était plus jeune, elle a invité sa meilleure amie à dormir et dans sa chambre, il y avait qu'un lit simple, donc elle lui a laissé sa chambre et elle a dormi, ma mère a dormi dans la chambre de mon oncle qui était sorti ce soir-là avec des copains. Ma mère, cette nuit-là, se réveille parce qu'elle sent un truc au bout de son lit. Et elle se réveille et elle voit sa grand-mère, qui est pourtant morte, décédée, et elle la voit très distinctement lui sourire. Et puis elle se rendort. C'était sa grand-mère qu'elle aimait et forcément elle était heureuse de la revoir en fait. Elle s'est dit c'est un rêve très réaliste. Sauf que le lendemain matin, elle s'est réveillée, elle y pensait beaucoup, elle disait c'est quand même bizarre. Et elle dit rien, parce qu'elle était un peu sous le choc quand même de ce rêve. Et au petit déjeuner, sa meilleure amie lui dit « Mais c'était qui la vieille dame qui est passée dans le couloir ?» Donc là, ma mère, même moi j'ai des frissons là quand j'en reparle. Donc ma mère tout de suite qui dit « Une vieille dame, mais il n'y a pas de vieille dame, enfin il n'y a que mes parents. » Elle dit « Mais si, il y a une vieille dame qui est rentrée dans ma chambre. » Donc la chambre de ma mère, parce que ma mère lui avait laissé sa chambre. Et elle dit « Mais elle m'a regardée puis elle est repartie. » Et ma mère ne dit rien, elle sort les albums photos et elle tourne les pages comme ça.
Et à un moment donné, on arrive sur une photo de la grand-mère et sa meilleure amie pointe tout de suite, mais sans hésitation, dit « c'est elle que j'ai vue. C'est elle que j'ai vue, j'en suis formelle. » Et elle dormait pas dans la même chambre. Donc c'est vraiment une expérience déjà qui met une bonne base sur tout ce que je vais pouvoir vivre après, où je sais que moi ça ne vient pas de nulle part. Ma mère m'avait aussi confié, tu sais, quand tu es née, quand j'étais en train d'accoucher de toi, ton père m'a dit une chose très bizarre. Et il me dit, tu sais, pourtant que ton père est plutôt cartésien, enfin il croit pas à grand chose. Bon, elle m'a pas dit cartésien, parce qu'à l'époque je savais pas ce que c'était quand j'étais petite, mais lui il était pas dans la salle au moment de l'accouchement, il était dans les couloirs de l'hôpital, enfin en dehors de la salle, et il y avait une table pas très loin de lui qui était posée avec un verre retourné. Il affirme avoir vu le verre bouger d'un bout à l'autre de la table, et de manière assez franche. Et ça l'a interpellé d'une telle manière qu'il s'est levé, parce qu'il se dit mais c'est très bizarre ce que j'ai vu, ça devait pas arriver, et il est allé voir et il y avait rien qui pouvait expliquer physiquement parlant que le verre bouge tout seul. Le sol n'était pas en pente, il a essayé de reproduire la scène, il n'y avait pas d'eau, c'était pas une surface glissante, enfin voilà, très étrange. Et moi d'ailleurs quelques années plus tard, mais vraiment peut-être 15-20 ans plus tard, je repense à ça. Et c'est à un moment où il se repassait un petit peu des choses un peu bizarres aussi dans ma vie, je me dis tiens, je vais redemander à mon père s'il se souvient de ça. Et j'étais persuadée qu'il allait me dire mais oui, mais ça, je sais plus ce que j'ai vu, ta mère elle a exagéré ou quelque chose comme ça. Et non, pas du tout, je lui en ai reparlé et je l'ai vu à son visage que vraiment il était là, mais ça, oui c'est vrai, je me l'explique toujours pas. Et je le voyais, il revivait la scène quand il me la racontait. Donc très étrange cette première partie qui m'a accompagnée dans ma venue au monde quelque part, quoi. À l'adolescence, je vais expérimenter ma première paralysie du sommeil. Donc ma chambre, elle était faite d'une manière où le lit était posé dos à la porte, que je pouvais ouvrir avec mon bras en arrière en fait. Donc pas très feng shui, très honnêtement, la disposition des meubles. Et ma porte pouvait s'ouvrir facilement avec un petit coup de pied, voilà, elle fermait pas très bien. Donc je sens que je me réveille, mais je me sens extrêmement lourde, j'arrive pas à ouvrir les yeux, quand j'essaie de les ouvrir, j'ai les yeux qui convulsent un peu, donc je me dis je suis pas prête de me réveiller, je vais pas bouger. Et j'entends la porte qui s'ouvre derrière moi, donc je me dis c'est mon chat. C'est récurrent, elle pousse la porte et puis elle vient pour venir dans le lit avec moi, quoi. Et je sens effectivement sa présence qui marche comme ça autour du lit, même si je peux pas la voir ou pas la sentir encore physiquement sur moi. Elle est au sol, mais je sens les petits pas sur la moquette, puis une pause. Puis elle saute sur le lit. Il faut savoir que mon chat à l'époque était très gros, donc elle pesait vraiment son poids, donc tu la sens quand elle monte sur le lit, quoi. Puis elle s'approche, puis elle monte sur moi, puis elle est lourde, quoi. Je me dis c'est pas agréable. Puis moi je pouvais pas bouger. Vraiment, j'avais le corps comme une enclume, donc c'était très désagréable. J'arrivais pas à utiliser mes bras pour la faire partir. Et elle se met du coup sur ma poitrine. Donc là je sens que ma poitrine elle est très très écrasée. J'ai du mal à respirer. Et j'essaye du coup de bouger mon buste pour qu'elle parte. Et à ce moment-là, en fait, où je commence à essayer un peu de bouger, mais très très vite, il y a une main, vraiment, j'ai senti des doigts sur ma gorge et appuyé en fait, pour m'étrangler. Alors là, panique puissance 8000, quoi, je sais pas quoi faire. Je sens que je manque d'air. Et j'arrive en fait à dégager un peu ma main droite et je trouve l'interrupteur d'une petite lampe qui était accrochée à ma tête de lit et j'arrive à actionner l'interrupteur. Et au moment où la lumière s'allume, je sens la main du coup qui lâche mon cou et qui a l'air en gros de s'évaporer parce qu'évidemment il y avait rien. Là j'étais purement réveillée, il y avait plus rien. Par contre j'avais encore mal à ma gorge, j'étais haletante, sueur froide, enfin terrible. Je me retourne, la porte était fermée. Donc forcément, sur le coup, je me dis mais quel horrible cauchemar. Je n'ai jamais fait un cauchemar pareil, c'est terrible. Mais du coup, je m'en remets. Je me dis c'était un horrible cauchemar. Sauf que la nuit suivante, ça recommence. Et la nuit d'après, et la nuit d'après, et la nuit d'après. Le même truc, un sentiment que quelque chose est dans la chambre. Autant la première fois, ce quelque chose s'est matérialisé sous la forme de mon chat. Or, mon chat n'était pas dans la chambre.
Et la deuxième fois, il n'y avait plus besoin de ce stratège, entre guillemets, de la part de l'entité ou je ne sais quoi. Là, c'était vraiment un sentiment bizarre de « je suis pas seule dans la chambre ». La lumière dans la chambre était un peu étrange, c'était un peu bleuté, très froid. Je me souviens m'être dit déjà à l'époque, on dirait ma chambre, mais c'est pas chez moi. Et la seule chose encore aujourd'hui qui me vient à l'esprit pour décrire ça, c'est une autre dimension en fait. Comme si c'était le même endroit, mais pas le même espace-temps, pas les mêmes énergies, autre chose. Et ça, c'est un sentiment qui s'est répété dans plusieurs paralysies du sommeil que j'ai vécues par la suite, et même des années après, et encore actuellement dans l'appartement dans lequel je vis aujourd'hui, quoi. J'essaye à l'époque, quand ça se reproduit, de trouver des stratagèmes parce que je sais pas, j'ai jamais vécu ça, je connais personne qui a vécu ça. Donc je me dis, cette fois, je vais me mettre sur le ventre. Comme ça va pas se passer de la même manière. Sauf que, en fait, il y a quelque chose qui me grimpe sur le dos et qui essaie de m'étrangler, mais avec le bras cette fois. Donc, j'avais vraiment développé une phobie en fait de m'endormir parce que je dis mais quand je vais dormir, ça va revenir. Soit je suis sur le dos et ça me tient la gorge et ça appuie sur ma poitrine, soit je suis sur le ventre et ça me grimpe dessus et ça m'étrangle avec le bras en fait. Et à chaque fois, vraiment le dénominateur commun qui fait que ça s'arrête, c'est que j'arrive à allumer la lumière. Mais les premières fois, j'essaie d'allumer la lumière et la lumière ne s'allume pas. Et ça va devenir aussi un moyen de me rendre compte que, ça y est, c'est reparti. Je sais que je suis peut-être pas au bon endroit et qu'il faut que je me calme pour peut-être revenir à moi, revenir à mon corps, j'en sais rien, et en tout cas retourner dans ma dimension, en quelque sorte. Et après, ça va mieux. J'ai eu beaucoup de mal à m'endormir après tout ça. Et en fait, j'ai fait des recherches sur Internet un soir. À la base, je cherchais des articles sur le film d'horreur Insidious qui était sorti et que j'avais bien aimé. Et je voulais regarder des infos sur la production, etc. Et je tombe sur un article qui parle de ce film en disant oui, film de possession, etc. Mais c'est aussi un film qui, à sa manière, parle du trouble de la paralysie du sommeil. Et c'est comme ça que j'ai découvert le phénomène. Et en lisant à l'époque toute la page Wikipédia, je me suis dit ok, donc ça existe en fait ce que je vis et je suis loin d'être la seule. Donc là, ça m'a rassurée en fait pour un temps et j'ai pu appréhender ce phénomène beaucoup plus facilement, où j'ai lu des témoignages de gens qui disaient il faut garder son calme, sinon les hallucinations sont de plus en plus puissantes, etc. Et elles peuvent être auditives, elles peuvent être sensorielles, visuelles, tout un lot de jolies choses quoi. Pendant quelques années, c'était un peu plus calme. Je me suis aussi un peu déconnectée de tout ça parce que j'avais commencé à sortir un peu plus jeune avec quelqu'un qui est très cartésien et du coup, je me suis laissée un peu influencer par ça en me disant mais c'est vrai, c'est ridicule quand même, c'est pas vrai, et du coup, j'ai fermé la porte en quelque sorte et en fermant la porte, bizarrement, il se passait plus rien. Sauf que je sais pas, un jour c'est revenu, je sais même pas comment c'est revenu à moi, mais je pense que c'est quelque chose qui fait tellement partie de moi que j'ai beau fermer la porte, ça revient un jour ou l'autre, que je le veuille ou non, donc vaut mieux essayer de vivre avec, quoi. Et du coup, à l'âge adulte, à un moment donné, je garde l'appartement d'une amie qui part en vacances. Je m'installe du coup dans cet appartement pour 3 semaines, 1 mois presque. J'avais son chat à nourrir, donc c'était tout bénef pour moi. Et un soir, je dors dans sa chambre et à un moment donné, je me réveille et je vois, alors ça dure une fraction de seconde, mais je vois distinctement une ombre un peu humanoïde dans la chambre. Ça avait pas la présence physique d'un humain en fait, c'était immatériel, même si je l'ai pu le voir en fait. Donc je peux pas décrire ça autrement qu'une ombre. Donc là, je me réveille complètement et je me dis oh là, horrible ce cauchemar, une ombre qui rentre dans la chambre, quelle horreur. Donc je me calme, je me rendors. Mais je dois me rendormir quelque chose comme 5 minutes ou 10 minutes. Et je me réveille à nouveau et bam, encore une fois, fraction de seconde, cette ombre qui a progressé, qui cette fois est devant le lit. Et je me dis, mais c'est pas possible, non, je peux pas faire 2 fois le même cauchemar et puis que le cauchemar progresse, c'est hyper bizarre. Je me calme en me disant, c'est bon, y a rien, etc. Et puis bon, je me dis, allez, je me rendors, quoi.
Et bim, 3e micro-réveil, pareil, et là je me réveille encore d'un coup et je vois cette ombre encore qui, là, cette fois est vraiment de l'autre côté du lit, mais qui a pas du tout l'air de s'occuper de moi, en fait, et qui a l'air de regarder dans l'armoire, dans l'étagère, voilà, elle fait sa vie, en fait, quoi. Donc du coup, ça m'a détendue parce que je me suis dit, en fait, s'il y a vraiment une chose, elle s'en fiche de moi, elle est pas du tout là pour moi, peut-être qu'elle est de passage, j'en sais rien. Bon, donc là je me suis dit, un peu bizarre ces choses qui recommencent, ça faisait un moment que ça m'était pas arrivé. Et après là, ça a recommencé de plus belle et il y a eu beaucoup de choses comme ça qui se sont déroulées, quoi. Chez ma meilleure amie, on a fait une soirée, donc elle habite dans un grand manoir dans le Val d'Oise, donc elle vivait encore chez ses parents. Un manoir qui en fait est une ancienne dépendance d'un château qui est à côté, où à l'époque c'était les domestiques qui y vivaient. Et cette maison, d'ailleurs, après, est devenue, il me semble, une maison de retraite. Une maison qui apportait des soins à des personnes malades et très âgées. Ensuite, c'est devenu la maison d'un dealer, qui n'est pas resté là très longtemps parce qu'il s'est fait coffrer. Et puis ensuite, c'est devenu la maison des parents de ma meilleure amie, et du coup la sienne également. Elle aussi est très sensible, et dès le début, elle me dit il y a des trucs ici, c'est sûr. Son père l'est aussi, son frère l'est beaucoup aussi. Il faut savoir que dans cette maison, il y a 3 niveaux. Le rez-de-chaussée, le premier et le 2e. Au 2e, personne n'y vit en fait. Il y a des pièces aujourd'hui où on fait le repassage, il y a une petite salle de bain, il y a des toilettes, il y a une chambre d'amis. Mais cette chambre d'amis, à la base, c'était la chambre de son petit frère, qui est certainement le plus sensible, peut-être de la fratrie, en tout cas des personnes qui vivent là. Et très rapidement, il est redescendu. Il est redescendu au 2e avec tout le monde, où il y avait encore une chambre pour lui s'il voulait. Il a dit non, moi je dors pas là-haut, c'est bizarre. Et effectivement, ma meilleure amie m'a dit par la suite, oui, c'est vrai que en haut, c'est quand même bizarre. Puis à côté, il y a un grand grenier qui aujourd'hui a été quand même nettoyé, refait, etc. Mais à l'époque, très grand grenier avec tous les objets des anciens habitants, parce que ça avait jamais été vidé. Donc des rocking chairs, des cadres photos, des vieux téléphones, enfin, plein de joyeuseté. Un soir, on fait une petite soirée, les parents ne sont pas à la maison. Elle invite quelques amis, dont moi, et pour faire un peu peur à nos amis communs, elle dit « Ah, vous allez voir, Lauriane, c'est un aimant à démon. » Je dis « Non mais tu sais que c'est la pire blague à faire, surtout dans cette maison, parce qu'il y a beaucoup de choses ici. » Et ce soir-là, eh bien, on s'amuse un peu, on rigole. Il se trouvait que 2 de nos amis avaient une chaîne de reportages paranormaux, où ils vont dans des lieux, etc. Et puis ils enquêtent, ils essaient de communiquer avec les entités. Donc forcément, ils avaient envie, potentiellement, de tenter quelque chose dans cette maison. Donc ils étaient très heureux, apparemment, que je sois là, parce que ma meilleure amie avait un peu vanté mes qualités, on va dire, de personne très sensorielle, quoi. Et on commence à monter. Moi, j'avais mon pendule avec moi. À l'époque, je pratiquais beaucoup le pendule. Je le fais plus trop, d'ailleurs, depuis cet événement. Peut-être que j'ai un peu peur et que j'ose pas trop me l'avouer depuis. Aujourd'hui, je suis passée sur d'autres moyens de communication. Mais à l'époque, je fonctionnais beaucoup au pendule. On monte et ils ont plusieurs outils. Alors ils ont leur caméra évidemment, qui était, c'est important, bien préalablement chargée. Et ils ont un détecteur, je sais plus si ça mesure la chaleur ou quelque chose comme ça, ou le taux d'énergie, je sais plus exactement, ou les champs électromagnétiques, quelque chose comme ça. C'était pas un détecteur EMF, c'était autre chose. Et plus on monte, et plus le détecteur va vers le rouge en fait, quoi. Et on arrive vers cette fameuse chambre d'amis, où d'ailleurs ils avaient prévu de dormir, parce qu'il fallait bien qu'ils dorment quelque part. Et à côté de cette chambre d'amis, le grand grenier. Alors on ouvre le grand grenier, alors là, eux ils sont aux anges, parce qu'évidemment ça grouille d'énergie, ça grouille d'objets, de poussière, donc voilà. Et on se dit qu'on va aller là. On entre dans le grenier, et là, déjà la batterie de la caméra baisse à 1 barre, alors qu'elle était chargée à bloc. Donc déjà un peu étrange. On entre. Et là, chose assez marrante, le chat entre avec nous et ne veut pas sortir de la pièce. J'ai personnellement toujours eu des chats et j'ai toujours eu le sentiment que les chats avaient une espèce d'aura protectrice. Peut-être parce que j'ai lu aussi des choses dessus et que ça m'influence aussi, mais toujours j'ai eu l'impression que quand mes chats étaient avec moi, sur moi, etc.,
il y avait une espèce de barrière énergétique. Et le chat ne veut pas nous quitter, quoi. Donc oui, il faut qu'on le sorte parce qu'on sait que ça peut peut-être bloquer des énergies. Donc on le sort, on ferme la porte, on éteint les lumières et on commence la séance. Je commence à poser quelques questions, donc je m'étais bien ancrée avant, etc. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Est-ce que quelqu'un veut nous parler, etc. Et puis à un moment donné, le pendule réagit, il tourne pour dire oui, il y a quelqu'un. Donc ça répondait oui ou non, hein, pas évidemment des réponses élaborées. Donc j'oriente mes questions de telle manière que cette potentielle entité réponde. Je lui dis, est-ce que vous avez vécu ici ? Le pendule répond oui. Est-ce que vous êtes une femme ? Non. Est-ce que vous êtes un homme ? Oui. Est-ce que vous êtes un enfant ? Non. Vous êtes un vieil homme ? Oui. On commence à avoir des informations du coup potentielles sur cette entité qui est avec nous. Et à ce moment, la caméra se coupe, vraiment s'éteint. Donc l'ami qui tenait la caméra nous en fait part. On dit bon bah tant pis, en tout cas on peut pas arrêter maintenant, on peut pas couper une séance d'un coup comme ça. Et là je me souviens que j'ai un petit frisson. Je sens comme un courant d'air un peu froid, quoi, qui me passe derrière. Or, un peu derrière moi, il y avait l'autre personne, donc l'autre garçon, qui lui, d'ailleurs, est très sensible aussi. Il n'explique pas trop, mais il sent les choses. Je ne dis rien. Et là, il commence un peu à paniquer et il appelle son ami qui tenait la caméra, qui dit « J'ai senti un courant d'air, il y a un truc ». Et je lui dis oui, c'est derrière moi, je pense que c'est là aussi. Mais il faut pas que t'aies peur, sinon ça peut dégénérer, donc reste calme. Et là, je commence à me sentir assez fatiguée, très vidée de mon énergie en fait. Mes amis m'ont dit qu'apparemment j'ai eu un mouvement un peu de... pas de perte de conscience, mais presque, où ma tête apparemment est partie un peu en avant, les yeux fermés. Et je me suis dit... Là, par contre, c'est pas terrible ce qui se passe, donc on va peut-être mettre fin à cette mascarade, si jamais c'est une mascarade en tout cas. Donc j'essaye de fermer la séance, sauf que je n'arrive pas à fermer la séance. Donc je dis à la personne merci de nous avoir parlé. Maintenant, nous souhaitons partir. Est-ce que vous êtes d'accord pour fermer la séance, pour qu'on arrête ? Et le pendule n'arrêtait pas de dire non. Non. Il voulait pas nous lâcher, quoi. Bon, à un moment donné, moi, je perds patience. Je suis pas quelqu'un de très patient de nature non plus. Donc, je mets fin à la séance. Je me lève. Je dis, si, c'est fini, on se lève. On allume les lumières, on sort. Là, je me sens un peu vaseuse, un peu groggy. Voilà, je me sens pas très bien. Je vais me laver les mains, je vais me laver la tête. Enfin voilà, j'essaie de me décrasser comme je peux. On redescend tout en bas. Et puis on continue la soirée, à rigoler, là on joue aux jeux vidéo, enfin bon, on fait des choses totalement différentes. Et je leur dis, il faut qu'on fasse des choses totalement différentes, il faut qu'on arrête là d'en parler, parce que là c'est beaucoup, là ce qui s'est passé, et c'est costaud. Ma meilleure amie ne veut pas en entendre parler parce que elle vit là et puis ça lui fait peur. Elle connaît, elle est sensible, et elle a raison, plus on en parle, et plus on s'y intéresse, et plus ça a de l'influence. On va se coucher, donc je dors avec ma meilleure amie dans sa chambre, dans son grand lit. Et les garçons montent du coup au dernier étage, dans la chambre d'amis, à côté du fameux grand grenier. On discute un moment, mais on peine à s'endormir parce qu'on entend les garçons parler en fait. Ils parlent, mais pendant peut-être 2 heures en fait. C'est-à-dire que même on essaye de s'endormir, mais on entend. Et à un moment donné, on se le dit, on dit mais ils sont pénibles là quand même, ils veulent pas dormir, il est 3h du matin, c'est bon quoi. Puis bon, on essaye un peu de s'endormir. Le sommeil est pas dingue cette nuit-là, c'est vraiment compliqué. J'ai le sentiment que pareil, qu'il y a une atmosphère très lourde dans la chambre, et j'ai l'impression d'effectuer un cycle nul de sommeil où j'essaie de m'endormir, mais j'ai des tensions un peu dans le corps, dans ma tête, c'est un peu bizarre. Et du coup, je me réveille, agacée, épuisée, je réessaie de m'endormir et rebelote. Mais je ne dis rien. Je pensais que ma meilleure amie dormait. Et à un moment donné, elle fait un mouvement dans le lit agacée et elle dit « Ah, mais il y a un truc dans la chambre, là !» Et je dis « Oui !» Il y a quelque chose qui s'accroche là, qui nous embête quoi, qui est pas nécessairement mauvaise, je veux dire pas méchante, mais pas agréable en fait, pas du tout agréable.
mais ignore-le, il va finir par partir. Le chat a voulu rentrer dans la chambre, donc il a poussé la porte, il est venu avec nous. Et quand le chat est arrivé, ça allait un peu mieux. Et on a réellement pu s'endormir pour de bon une fois que le soleil commençait à se lever, en fait. On avait laissé les volets ouverts, c'était l'été, il me semble, donc le soleil se levait assez tôt. Et quand vraiment les premières lueurs du jour ont commencé à pointer le bout de leur nez, là on a pu s'endormir et faire quand même un brin de sommeil, quoi. Le lendemain matin, donc je me réveille, je vois que ma meilleure amie est déjà levée et je l'entends à l'étage parler avec les garçons qui eux aussi sont debout. Donc je me lève et je vais les rejoindre. Et je leur dis rapidement bonjour et je leur dis mais vous hier, vous avez vraiment parlé, hein, c'était un peu pénible. Et là ma meilleure amie a les yeux écarquillés et les regarde et leur dit « Ah, vous voyez ?» Et elle me regarde et me dit « On est d'accord, ils ont parlé pendant genre 2 heures. » Je dis « Mais oui !» Et là, les garçons nous disent « On vous jure que non, on a dû parler 15 minutes. » Mais après, on s'est endormis, on était KO. Et au début, on leur dit « Ah, c'est bon, arrêtez de déconner, quoi. Vous êtes venus pour les sensations. » Ils disent « Non, mais justement, nous, on s'intéresse vraiment à ça. L'un des deux, en plus, est quelqu'un de très sceptique, de très cartésien. Il va pas inventer pour inventer. Et l'autre, qui est sensible à ça le touche, donc il aime pas inventer non plus, quoi. Donc, ils nous ont vraiment juré que non, ils ont parlé 15 minutes et puis ils se sont endormis. Donc, qu'est-ce qu'on a entendu pendant 2 heures? Les voix de qui on a entendu? Évidemment, les dialogues qu'on entendait étaient pas très audibles, quoi. C'était pas très précis. On entendait juste que ça discutait. Nous, sur le coup, on s'est dit que c'était forcément les garçons, ça venait d'au-dessus, et puis il y avait que eux, donc on s'est dit c'est eux qui parlent et qui font la causette, quoi, parce qu'ils ont pas envie de dormir. Et non, c'était des voix, on sait pas de qui. C'était forcément lié d'une manière ou d'une autre à ce qu'on avait fait dans le grenier. Et c'est vrai que je pense que ce soir-là, on a dû titiller quelque chose. On s'est juste dit que ça devait forcément être quelqu'un... il me semble que dans les questions que j'avais posées, je lui ai demandé s'il était mort ici. Il me semble que la réponse était oui. Je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'était le cas. Et forcément, on s'est dit que c'était un ancien résident et que peut-être une partie de lui était restée là. Et après, on connaît pas qui était cette personne dans la vraie vie. Est-ce que c'était quelqu'un de gentil, de mauvais? Alors ça, aucune idée, quoi. On peut tout de suite raccrocher ça à c'était des rêves, c'était des cauchemars, Sauf que moi, pour le coup, je suis très très sensible aux rêves. J'ai fait presque toutes les expériences possibles qu'on peut faire avec les rêves prémonitoires, les rêves lucides, les rêves qu'on choisit, les rêves qu'on continue si on se réveille pour aller aux toilettes mais qu'on aimait bien et qu'on retourne se coucher. Donc c'est vraiment un sujet que je maîtrise. J'ai d'ailleurs fait un podcast sur le sujet que je reprendrai un jour, qui s'appelle Anamorphée, où je raconte un peu les analyses de rêves, parce que c'est un sujet chez moi qui a toujours été très très important et très présent. Donc j'aime prétendre, en tout cas, que je fais vraiment la différence entre ce qu'est un rêve, même un rêve extrêmement réaliste, et ce qui n'est pas un rêve, mais ce qui est vraiment un état modifié de conscience. Et je pense que parfois, pour entrer dans ces états modifiés de conscience, le sommeil est un chemin. L'entrée dans le sommeil est un chemin. Je pense que quand on s'endort, on est effectivement la proie, même la proie d'autres êtres humains, s'ils ont envie de nous faire du mal, forcément. Je pense que ça peut attirer des choses qu'on ne connaît pas encore très bien. Et je pense sincèrement que les paralysies du sommeil, étrangement, on n'a toujours pas réussi à faire de traitement pour ça. On a pu essayer de trouver des raisons, justement, c'est lié à un rythme de sommeil, c'est lié au stress, ce genre de choses. Et moi, je peux être tout à fait en accord avec ça. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas attirer justement des choses. L'état de stress, l'état de fatigue va avoir une incidence sur notre taux énergétique. Et plus notre taux énergétique est bas, plus ça va attirer des mauvaises choses. J'ai des amis qui vivent dans les Yvelines. Avec mon meilleur ami, on garde aussi leur appartement et leur chien, parce qu'eux étaient partis un week-end en mariage.
Leur appartement est assez lourd. Il y a des vieux meubles, il y a beaucoup de vieilles choses. Moi, j'adore. Je comprends le choix de déco, beaucoup de meubles chinés en brocante, etc. Et puis bon, la soirée se passe bien, on regarde un film, c'est chouette. On va se coucher. La chambre est, pareil, très chargée. Donc là, il y a vraiment une atmosphère lourde quand on entre dedans. Les gros meubles, il n'y a pas beaucoup d'espace. Mais bon, on va s'endormir et au début, tout se passe bien. Et puis, à un moment donné, pareil, je me réveille et puis je me sens un peu vaseuse, le corps un peu lourd. Donc je reconnais un peu les symptômes, mais je parviens quand même un peu à bouger. Et en fait, je distingue un des deux amis, du coup, le garçon du couple qui nous avait laissé l'appartement, qui est dans la chambre. Sur le coup, je me dis, tiens, c'est bizarre, ils sont déjà là, mais pourquoi ils n'ont pas prévenu Et alors là, j'ai une vision très particulière du coup de mon ami, donc Adrien, qui a du coup cet appartement, et qui s'assoit à côté du lit et qui me regarde, sauf que ses yeux sont tout noirs. Et du coup, je réalise, je me dis, ça ne peut pas être lui. Ok, ça n'est pas lui, je ne vais pas le regarder. Donc je me retourne comme je peux, j'essaye de pas le regarder, de me rendormir. Je me rendors un tout petit peu, et puis je me réveille, et puis je vois que c'est encore là, que ça gravite. Et ça fait comme ça, à plusieurs reprises, ça se passe peut-être 3-4 fois. Et à un moment donné, je me sens vidée, et j'ai très peur en fait. Et évidemment, plus on a peur, plus ça recommence. Et il a fallu que je réveille mon meilleur ami, qui connaît un petit peu cet aspect de ma vie. Lui est très cartésien, vraiment très ancré, il lui arrive jamais rien de la sorte, quoi. Donc je lui explique, donc il est pas du tout dans le jugement, et je lui ai dit, est-ce que tu peux me prendre dans les bras? Est-ce que je peux m'endormir dans tes bras? Du coup, il me prend dans ses bras, et on s'endort, et là, plus de soucis. Je me rendors, et voilà. Et ça, c'est quelque chose, par ailleurs, que j'ai expérimenté plusieurs fois avec des amis ou mes petits copains aussi. Ou quand je sentais ce genre de choses, je leur demandais en fait un contact physique. Est-ce que je pouvais les toucher ou est-ce qu'ils pouvaient me prendre directement dans les bras pour, en quelque sorte, c'est un peu bizarre ce que je veux dire, mais puiser de leur énergie pour m'en envelopper quelque part. Vu que les miennes étaient trop basses, j'arrivais pas à me protéger, à me créer un peu une bulle protectrice. Donc je les appelais un peu à l'aide de cette manière-là, et à chaque fois ça a fonctionné. Évidemment, si vous devez faire ça chez vous, demandez l'autorisation aux gens, parce que leur énergie, c'est très important. Il faut pas leur prendre sans leur demander. Je sais pas ce que veulent ces énergies. Est-ce qu'elles veulent nous vampiriser? Est-ce qu'elles veulent nous tourmenter? Est-ce qu'elles veulent nous posséder? Ça, j'ai aucune idée. Je sais juste que il y a ce genre de choses qui arrivent. Un week-end, on part avec ma mère en Normandie. On a un petit studio près de Cabourg. Et on s'endort dans le canapé lit qui se déplie dans le salon. Dans la nuit, je me réveille et puis je me sens pas très bien. Encore une fois, sensation que on n'est pas toute seule dans la pièce, quoi. L'ambiance est un peu étrange, l'atmosphère est assez lourde. Ma mère se lève pour aller aux toilettes et je me souviens lui parler, en plus lui dire maman, regarde, je crois qu'il y a quelque chose qui m'observe là. Parce que devant le canapé lit, il y a la table qu'on a repoussée pour faire plus d'espace avec des chaises. Et je vois en fait dans le noir une petite forme recroquevillée qui me fixe. Donc je vois comme des yeux en fait. Enfin, je vois en fait un truc qui brille. Et ça me fait très très peur. Mais vraiment, c'est pas une vision sympa, quoi. Et ma mère qui part aux toilettes et je dis mais me laisse pas. Mais elle part forcément. Et en fait à ce moment-là où elle part, la forme bouge de la chaise et vient vers moi et monte sur le lit. Et en fait, en 1 ou 2 secondes, je me rends compte que c'est un petit garçon qui se met contre moi, comme s'il avait besoin d'être réconforté. Et là, du coup, je me sens très bizarre parce que j'avais extrêmement peur la seconde d'avant. Et là, je me dis, mais en fait, c'est un petit garçon. Qu'est-ce qu'il fait là? Et il dit rien. Là, c'était pas désagréable, en fait. C'était un petit enfant qui fait un câlin, quoi. Et du coup, je finis par lui parler. Et je dis, mais est-ce que tu veux me parler? Et le petit garçon me répond pas. Je dis, mais ça se trouve, il parle pas français. Je lui demande en anglais. Et là, il me répond. Oui. Et je lui demande comment tu t'appelles. Il me dit, je m'appelle Muhammad.
Je ne connais aucun Muhammad de ma vie. J'ai connu plein de Mohamed, voilà, des prénoms un peu similaires, mais Muhammad, aucun, jamais. Et je lui dis, mais tu as quel âge ? Honnêtement, j'ai oublié ce qu'il m'a répondu. Peut-être 8 ans, mais très jeune, 7 ou 8 ans. Et je lui dis, mais t'as vécu ici ? Et en fait, au moment où je lui pose la question, tout s'arrête. Et puis, quand je rouvre les yeux, c'est le matin, en fait, quoi. Je me réveille, et j'ai des frissons encore quand j'en parle, je dis à ma mère, maman, tu t'es levée cette nuit pour aller aux toilettes ? Elle fait, oui, je me suis levée pour aller aux toilettes. Je dis, mais j'ai pas parlé, j'ai pas dit, bah non, je crois pas. Donc on peut peut-être rester sur l'hypothèse du rêve, mais c'était quand même très particulier. Je reste persuadée que c'était pas des rêves que j'ai faits. Il y a environ 2 ans, j'ai fait une dépression. J'ai eu des états dépressifs dans ma vie, des moments de déprime, mais j'avais jamais connu la dépression. Je l'avais vue autour de moi, chez des proches dans ma famille, chez des amis, etc. Mais je pensais très honnêtement ne pas être sujette un jour à la dépression. J'ai mis du temps à m'en rendre compte parce que j'ai un caractère assez fort, mais manque de bol, surmenage, stress, etc. C'était lié au travail en l'occurrence. Et je finis par me mettre en arrêt et par quitter mon travail. Et ce qui s'est passé, c'est que forcément, étant en dépression, mon taux vibratoire était mais plus bas que terre. Il a jamais été aussi bas que ça. Et là, il y a eu des paralysies du sommeil, mais je sais même pas si on peut qualifier ça de paralysie du sommeil, tellement c'était plus que ça dans ce qui s'est passé. Il y a un soir où du coup je vais m'endormir et je commence à faire des rêves un peu étranges, pas très agréables. Je saurais plus dire ce que c'est aujourd'hui honnêtement, mais pour le coup, à ce moment-là, je me dis oui, je rêve. Et je conscientise que je suis en train de faire des rêves un peu pénibles, pas très sympas. Je me dis dans ma tête à moi-même, oh non, là j'ai envie d'un sommeil sans rêve. Je voulais ressentir un sommeil profond qui m'apporte vraiment du repos. Et au moment où je me dis non mais j'ai pas envie de rêver, là je veux dormir, j'entends une voix qui est d'abord très douce et puis qui se met à hurler sur la fin de la phrase. J'entends vraiment une voix qui fait non, je veux que tu rêves de moi. Et quand il dit de moi, ça hurle, mais ça hurle comme quand on a des écouteurs dans les oreilles et que ça sature d'un coup. J'en ai des frissons là quand j'en parle, parce que vraiment c'est la chose la plus terrifiante à ce jour que j'ai vraiment expérimentée, parce que je suis affiliée à aucune religion, mais très sincèrement c'est le premier truc auquel j'ai pensé. Je me suis dit, si le diable existe, je suis sûre que c'était sa voix. Elle avait l'air de venir de l'intérieur de moi, mais je l'entendais quand même de l'extérieur. C'est très conceptuel, j'en ai conscience, mais je ne peux pas mieux décrire que ça. Et c'était une voix qui était à la fois très doucereuse au début, mais glaçante, mais en même temps chaude, séduisante. Dans le début de la phrase, non, comme ça, très très en feu, je sais pas comment expliquer, et puis ce hurlement à la fin, très rauque, très fort, très très effrayant. J'ai vraiment des frissons, et ce moment-là, je me souviens que donc je me suis réveillée vraiment en sursaut, sueur froide, j'allume les lumières. Et là, je sens que dans la jambe, c'est costaud, qu'il y a vraiment quelque chose. Et c'est la seule fois de ma vie, d'ailleurs, où j'ai verbalisé « Partez, laissez-moi tranquille ». Et je me trouvais ridicule, d'ailleurs, en disant ça, mais j'étais dans un état de détresse qui était vraiment inégalé par rapport à ce que j'ai pu vivre. Ce soir-là, cette nuit-là, j'ai essayé d'appeler 3-4 personnes tellement j'étais traumatisée, sincèrement, par ce que je venais de vivre. Ça dépassait tout le reste. Et je n'ai pas dormi de la nuit. En fait, j'ai fini par m'endormir d'épuisement. J'ai dû mettre le film Lizzie McGuire pour me dire, voilà, il y a peut-être quelque chose qui peut s'en éloigner le plus possible. C'est peut-être ça. Et je suis tombée d'épuisement devant ce film. Parce que même un film pour enfants avec, je sais pas, peut-être un peu de sorcellerie ou quoi que ce soit dedans, je ne voulais même pas à ce moment-là. Parce que je me disais, non là, il faut quelque chose qui n'ait rien à voir avec ce qui vient de se passer.
plusieurs jours après. Vraiment, on reste quand même dans la même période. Alors j'entends plus la voix, mais par contre, je sens que quelque chose vient m'embêter. Donc je me calme. J'essaie d'allumer la lumière. La lumière ne s'allume pas. Donc je me dis, bon, ok, je sais que quand ça m'arrive, je sais que c'est le signal que il y a quelque chose qui se passe, que je suis peut-être pas à la bonne place, c'est peut-être pas la bonne dimension, on va se détendre et ça va aller mieux. Sauf que j'y arrive pas, ça recommence, enfin ça ne me lâche pas. À un moment donné, je parviens à me lever et je me sens très vaseuse, pas pleinement dans mon corps en fait. C'est très difficile à décrire. Je vois ma chambre, je la ressens, je sens que je suis là, mais c'est pas physiquement très palpable en fait. Mais pourtant, je sais que je ne rêve pas. J'en suis persuadée. Mais c'est quelque chose de très inédit encore une fois. Et du coup, je réalise que peut-être je ne suis pas réellement réveillée, pas totalement. Et à plusieurs reprises, ça se passe, je sors de mon lit, j'essaie d'allumer la lumière, et à chaque fois que la lumière ne fonctionne pas, je me vois me prendre la tête dans les mains et me secouer un peu pour dire « Allez, réveille-toi ». Et à chaque fois, je me retrouve dans mon lit, comme si je n'avais jamais quitté mon lit en fait. Et ça s'est reproduit 2-3 fois, jusqu'à un moment donné où j'ai pu allumer la lumière, et là je sais que c'était terminé, parce que la lumière fonctionnait. Et il y a eu un autre événement de ce type pareil dans les jours qu'on suivit, où ça commence pareil, le corps assez lourd, impression un peu vaseuse, lumière bleutée dans la chambre, il y a des énergies un peu bizarres, et je vois dans le reflet d'une petite glace qui est posée sur une étagère en face de mon lit, je vois brièvement, mais je le vois, comme un colosse qui est à l'entrée de ma chambre, comme pour m'empêcher d'en sortir. Je voyais pas le visage, je voyais vraiment juste le buste, et le fait que c'était une présence humanoïde, mais très musclée, très forte, très puissante et très effrayante en fait. Je sentais que c'était pas bon en tout cas. Donc je me suis dit bon, on va peut-être pas essayer de sortir de la chambre tout de suite. En tout cas, si c'est un cauchemar, c'est costaud, on va rester dans le lit. Et en fait, à ce moment-là, j'ai eu une expérience sincèrement qui est bien gravée en tête parce que je l'explique pas. Mais j'ai vraiment eu la sensation que mon corps s'est mis à léviter en fait, et comme si on le faisait tourner sur lui-même en fait. J'avais vraiment ce sentiment de vertige et de sensation un peu de nausée en fait qui venait parce qu'on jouait avec mon corps en fait, avec mon enveloppe. Je sais pas si c'est vrai. Je peux pas savoir si voilà, et peut-être que c'est pas mon corps physique qu'on faisait tourner en fait. Peut-être que c'était ce qu'on appelle le corps astral, et mon corps astral avec lequel on jouait, et j'avais du coup quand même les sensations qui allaient avec. Et ça, c'est des sensations que j'avais quand même déjà vécues 1 ou 2 fois où on m'a tiré en dessous les draps en fait. Voilà. J'ai senti quelque chose pareil qui m'attirait comme ça, mais pareil, toujours cette sensation un peu vaseuse, un peu... Je sens mon corps, mais je sens que je suis pas totalement là non plus. Donc est-ce que c'est un corps physique? Est-ce que c'est autre chose? Très compliqué à expliquer, surtout qu'il y avait personne avec moi à ce moment-là pour voir ce qui se passait. Mais assez costaud, quoi. C'est quoi être fou, c'est quoi être normal, c'est quoi être sain, voilà, on arrive vraiment sur des questions un peu clichés, existentielles, etc. Mais je pense que la folie a bien des visages, et pour moi c'est plus la folie que de pas accepter des sentiments ou des émotions ou des choses qui nous arrivent et essayer de les masquer du mieux qu'on peut, ça finit toujours par ressortir. Pour moi c'est plus ça, être fou en vrai. Aujourd'hui, j'ai vraiment appris à vivre avec. Je pense que ça fait vraiment partie de moi, et je veux être fière en fait de qui je suis et pas repousser, parce que ça peut amener aussi de très belles choses, comme les moments où on a le sentiment en tout cas que des défunts qu'on a aimés viennent nous rendre visite. Je sais que c'est ce qui fait aussi que j'ai une forte empathie et que les gens m'apprécient aussi pour ça. Je suis très artiste et aussi très créative dans mon métier. Je suis designer, je suis photographe, j'écris de la poésie, je dessine un peu. Voilà, je fais tout un tas de choses qui font que j'ai besoin peut-être quelque part de ces événements un peu autres
Je peux pas m'arrêter à des choses qu'il y a sous mes yeux. Je sais qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas encore prouvées, des choses qu'on doit pouvoir faire avec notre cerveau, qu'on sait peut-être pas faire. Et tout ça, ça tourne souvent dans ma tête et je me dis mais comment, alors que j'ai la chance d'avoir développé des capacités à pouvoir expérimenter, ne serait-ce que du bout du doigt en fait, tout ça, je peux pas tourner le dos à ça parce que ça aussi fait que je suis celle que je suis aujourd'hui et je trouve que c'est beau et je me dis peut-être qu'un jour j'arriverai à faire des choses encore plus extraordinaires et pas juste expérimenter ce qui vient à moi quoi. Vous êtes maintenant arrivé au bout de cette histoire. Avant de partir, n'oubliez pas de venir sur Instagram ou Spotify pour me dire ce que vous en avez pensé et me laisser un commentaire et des étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Si vous aimez ce podcast et que vous avez envie de le soutenir pour qu'il puisse continuer à exister, vous pouvez maintenant le faire sur Patreon à hauteur de vos moyens. Grâce à votre soutien, je pourrai retrouver un rythme de sortie de 2 épisodes par mois, un mardi sur 2, comme je vous l'avais proposé au départ. Le lien est dans la description. Merci à tous. Et n'oubliez pas, si vous aussi, vous avez le courage de vous plonger dans vos souvenirs les plus étranges, prenez contact avec moi, venez me raconter vos histoires, et vous ferez vous aussi partie de la Société de Minuit. Ce podcast a été imaginé et réalisé par votre hôte, Tatiana Benamou. Il est mixé par Dimitri Benamou et la musique du générique a été composée par Jérémy Marlon.